Bonjour. Donc là, on a fini les 5 premiers chapitres d'histoire, sachant que le deuxième sur médias et crise politique en France, je l'ai pas fait, parce que je l'aime pas. Donc il nous reste le chapitre d'histoire sur le Proche et le Moyen-Orient, que je vous ferai un peu plus tard quand le prof d'histoire aura fini son cours là-dessus, parce que j'ai pas envie de donner une fiche. J'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus avant que on ait fini le cours avec le prof, ça sera assez bizarre. Et après, il nous restera 2 chapitres d'histoire, la gouvernance économique en Europe et la gouvernance économique et politique en France. Donc il nous reste en soi 3 chapitres d'histoire. Proche et Moyen-Orient et les 2 chapitres de gouvernance économique. Là, on va passer à la géo. Alors, en géographie, le premier chapitre qu'on a fait de l'année, il s'appelle Des cartes pour comprendre le monde. Mais ce chapitre, en fait, il nous sert qu'à faire la mineure. C'est juste pour nous expliquer. C'est un chapitre qui nous explique comment justement expliquer les cartes pour la mineure. Je pense pas que je vais le faire en vidéo parce que ça sert pas à grand chose. De toute façon, les cartes en mineur, c'est que des cartes. C'est des cartes qu'on a fait au bac blanc, quoi. Donc, pas besoin de les expliquer comme ça. Donc, je vais directement commencer par le chapitre La mondialisation en fonctionnement. Donc, le chapitre 2 de géographie. Le 1, comme je vous l'ai déjà dit, c'est les cartes pour comprendre le monde, mais il concerne que la mineure. Là, on va parler de la mondialisation en fonctionnement. Ça, c'est le chapitre 2 de géographie. Lui, il peut tomber soit en majeur, donc en majeur c'est une composition sur la mondialisation en fonctionnement, ou sur une mineure. Je crois que la carte c'est pour les flux de la mondialisation, un truc comme ça. Donc, on va commencer. Rapide résumé de ce chapitre. La mondialisation consiste en l'augmentation des échanges internationaux. L'ensemble des flux matériels, immatériels et humains est en pleine croissance. La mondialisation est la conséquence de facteurs historiques, politiques ou techniques. Elle conduit à une mise en réseau sélective des territoires. Ça veut dire ça que on va choisir vers quel territoire on va envoyer ces marchandises. Tu vas pas trop envoyer tes marchandises vers le Congo, tu vas plus envoyer tes marchandises vers les États-Unis, quoi. La mondialisation provoque de nombreux débats et contestations animés par une multitude d'acteurs. Grand 1, les processus et les acteurs. Grand A, processus d'internationalisation des sociétés et des territoires. Vous allez comprendre par la suite ce que ça veut dire. Donc, les flux à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, se sont multipliés. Ces flux sont de 3 natures. Donc, évidemment, il y a les flux matériels qui concernent les échanges de marchandises tels que les matières premières et les produits agricoles. Les flux immatériels concernent des transferts d'argent, de messages, la circulation des idées, des images, des vidéos, etc. Et les mobilités humaines, donc les mobilités humaines sont de 2 types, le tourisme et la migration. La migration, c'est les flux migratoires. Cette intensification des échanges met en réseau, de manière inégale, l'ensemble des sociétés et des territoires de la planète. La mondialisation a plus enrichi les pays européens que les pays asiatiques du centre. La Mongolie a moins profité de la mondialisation que la France, c'est évident. Donc on peut dire que c'est une répartition inégale. Ce phénomène de mondialisation ne se limite pas au domaine économique, mais concerne aussi les domaines politiques, culturels et environnementaux. Les domaines politiques, culturels et environnementaux, pardon. En conséquence, les entreprises engagent désormais des stratégies qui prennent en compte l'internationalisation des échanges en jouant sur les avantages comparatifs des territoires. Par exemple, une multinationale peut assembler ses produits dans un pays où la main-d'œuvre est peu coûteuse, comme en Asie par exemple, mais concevoir ces produits dans des pays où la main-d'œuvre est très qualifiée, dans un pays développé par exemple. C'est ce qu'on appelle la délocalisation. On observe ainsi une spécialisation des territoires, mais aussi une mise en concurrence de ces territoires. Ce processus s'appelle la nouvelle division internationale du travail, la NDIT. Cela veut dire que la Chine fera plutôt du textile à bas coût. Donc du textile, ça peut être des vêtements, ça peut être des chaussures, etc. Et la France fabriquera plutôt des modèles d'avions. Je dis au hasard, mais voilà, vous avez compris. Chaque pays va se spécialiser dans la pratique ou dans la technique où il est le plus fort, on va dire. Ainsi, la mondialisation aboutit à une recomposition des territoires. Par exemple, de nombreuses industries s'installent sur les littoraux, dans les zones industrielles ou portuaires, donc pour faciliter les échanges par la voie maritime,
afin de faciliter leur approvisionnement en matières premières ainsi que leurs exportations. Petit b, des facteurs historiques, politiques et technologiques. Les échanges internationaux ne sont pas apparus au XXe siècle, ils sont anciens. Évidemment, ça fait très longtemps qu'on échange des objets ou des choses entre peuples. Le phénomène étudié ici est la mondialisation récente, qui est la plus intense. On n'a jamais autant échangé dans le monde entier, à part aujourd'hui avec la crise du coronavirus. Cependant, il est nécessaire, afin d'expliquer ce processus, de retracer son évolution historique. La mondialisation est issue de 3 phases historiques, que l'on nomme parfois les 3 mondialisations. La première phase est le temps des grandes découvertes entre le XVe et le XVIe siècle. On peut dire qu'elle débute avec la découverte de l'Amérique en 1492. Dans cette période, une conjoncture de découvertes scientifiques et géographiques marque une première ouverture des échanges mondiaux. Quand on découvre l'Amérique, on peut commencer à échanger avec les peuples qui vivent là-bas. La deuxième phase a eu lieu au XIXe siècle. L'industrialisation et la colonisation constituent un pas de plus vers la mondialisation totale. La dernière phase de la mondialisation est celle que l'on connaît après l'effondrement de l'URSS au début des années 90. Le capitalisme s'étend à toute la planète. Le processus de mondialisation résulte aussi de choix politiques. Les États, appliquant le principe du libre-échange, ont entrepris des baisses des droits de douane afin de diminuer les entraves au commerce international et ont favorisé l'augmentation des échanges. C'est ce qu'on a vu dans le rôle du GATT et aujourd'hui de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce. Enfin, le troisième facteur expliquant la mondialisation est technologique. Les transports se sont perfectionnés et sont devenus moins chers, notamment le transport maritime, qui représente 90% des échanges internationaux de marchandises aujourd'hui. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, comme Internet, sont aussi un facteur déterminant de la mondialisation, bien sûr. Grand C, les acteurs. Il y a 2 sortes d'acteurs. Les acteurs qui sont favorisés par la mondialisation, qui s'enrichissent, comme les FTN, donc les firmes transnationales, et les acteurs qui encadrent ou qui régulent la mondialisation, les États, les instances internationales, comme l'OMC, comme la Banque internationale, comme le FMI, etc., et les ONG, organisations non gouvernementales. Par exemple, la Croix-Rouge est une ONG. Les firmes transnationales ou FTN sont un premier type d'acteurs. Ce sont des entreprises qui développent leur activité à l'étranger, directement ou par l'intermédiaire de filiales, comme on l'a vu avec Zara en SES. Ce sont des acteurs majeurs de l'économie et elles sont de plus en plus nombreuses. Elles étaient 80 000 en 2009 et on en compte 104 000 en 2011. Elles gèrent 900 000 filiales dans le monde entier. Elles emploient plus de 80 millions de salariés dans le monde. Elles sont à l'origine de 1/3 de la production mondiale et des 2/3 des échanges mondiaux. Elles sont présentes dans tous les secteurs de l'économie. On mesure l'activité internationale des entreprises transnationales par leur stock d'investissement direct à l'étranger, les IDE, c'est-à-dire le montant du capital investi dans des pays étrangers pour y développer des activités commerciales ou de production. Il existe de nombreux autres acteurs de la mondialisation, les ONG, qui sont présentes à l'échelle mondiale dans de nombreux domaines, aussi bien humanitaires et sociaux qu'écologiques, c'est par exemple le cas de Greenpeace, les États, qui demeurent importants dans les dynamiques mondiales, les institutions internationales, les groupes de discussion ou les organisations régionales, comme l'ALENA, comme l'ASEAN, comme Mercosur, comme l'Union européenne, comme la zone euro, qui regroupent différents États afin de peser plus lourd dans les flux mondiaux. Par exemple, la Banque mondiale est une institution internationale, et le G20 est un groupe de discussion, et l'Européenne est une organisation régionale. Grand 2, mobilité, flux et réseaux. Grand A, une explosion des flux matériels et immatériels. Depuis les années 50, et surtout depuis les années 80, les échanges commerciaux mondiaux ne cessent d'augmenter. La valeur des exportations mondiales de marchandises est passée de 230 milliards de dollars dans les années 80 à 18 260 milliards de dollars en 2011. Les biens matériels sont de 3 types. Les produits manufacturés, c'est-à-dire les produits transformés dans les usines, les produits agricoles, et les combustibles, les produits miniers comme le pétrole, le gaz et les minerais. La part des produits manufacturés dans les exportations prend de plus en plus d'importance. En 1955, 35% des biens matériels exportés étaient des produits agricoles et des produits manufacturés représentaient 45% des exportations. En 2011, les produits manufacturés représentent 75%,
et 65%, pardon, et les produits agricoles seulement 22%. Les échanges de biens immatériels sont en constante augmentation. Les biens immatériels, on a déjà dit, tout ce qui est vidéo, images, données, argent par argent fiduciaire, hein, par les comptes en banque, ils comptent pour 20% du commerce international. Les flux de capitaux, dont les IDE, sont devenus majeurs dans les échanges internationaux. Dans les années 90, la capitalisation boursière a été multipliée par 5. Grand B, l'essor des mobilités humaines. Hein, on sait très bien qu'aujourd'hui les flux migratoires sont très importants. On observe deux principales catégories de mobilité humaine, le tourisme et l'émigration. L'émigration consiste pour une personne à changer de lieu de résidence. Elle se réalise à plusieurs échelles. On peut quitter son pays pour aller habiter dans un autre pays. Il s'agit d'une migration internationale. On peut aussi quitter sa région pour aller habiter dans une autre région du même pays. Ou on peut encore évidemment se déplacer dans une même région. Là, on fait un déménagement, quoi. Le tourisme consiste à quitter son domicile personnel pour une durée supérieure à 24 heures et inférieure à 1 an. Lorsqu'on voyage dans un autre pays que le sien, on parle de tourisme international. C'est relativement logique. Les mobilités humaines sont en constante augmentation. Le nombre de migrants internationaux a doublé depuis 1990. Ils étaient 250 millions en 2015, dont 65 millions de réfugiés. Il faut bien comparer réfugiés et migrants. Les réfugiés sont ceux qui veulent échapper à la guerre, à la mort, etc. Les États, selon leur principe, sont obligés de les accueillir ou pas. En France, on est obligé d'accueillir les réfugiés. Par contre, les migrants, c'est ceux qui quittent la pauvreté. Ça, c'est différent. On n'est pas obligé de les accueillir, ceux-là. Le nombre de touristes dans le monde en 2015 était de 1,2 milliard, alors que les touristes internationaux était de 439 millions en 90. Donc on a quand même une augmentation de plus de 2 fois. D'accord ? En 25 ans, le nombre de touristes internationaux a plus que doublé. C'est quand même pas mal. Sachant que la France est un des pays qui accueille le plus de migrants au monde. Si ce n'est le plus, je ne sais pas. L'immigration s'explique par différentes motivations. De nombreux travailleurs quittent leur pays afin de s'éloigner de la pauvreté, donc ça c'est les migrants. Alors que les réfugiés sont des migrants qui fuient la guerre ou les violences de leur pays. Le nombre de réfugiés a atteint son chiffre le plus important depuis 1945, s'élevant à 65 millions en 2015. Les touristes choisissent leur destination en fonction du climat, des paysages, du patrimoine culturel ou encore des sports qu'ils peuvent pratiquer là-bas. Grand C, une mise en réseau inégale. Les flux matériels et immatériels sont sélectifs. Ils se concentrent dans les territoires les plus dynamiques économiquement. Les trois premiers pôles de l'économie mondiale, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est, apparaissent comme des centres d'impulsion ou de mondialisation. Ces trois pôles que l'on appelle la triade élargie sont à l'origine de 75% du PIB mondial. Pourquoi la triade élargie ? Parce qu'avant c'était juste Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et Japon. Et maintenant en plus du Japon, on a mis toute l'Asie de l'Est, parce qu'évidemment il y a la Chine, il y a Taïwan, etc. Les pays émergents s'affirment. Selon le FMI, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, donc les BRICS, sont à l'origine de 60% de la croissance économique mondiale, étaient à l'origine de 60% de la croissance économique mondiale en 2015. À l'intérieur de ces territoires, certaines zones sont plus attractives, comme les littoraux. Les métropoles mondiales sont à l'origine de 80% des connexions Internet du monde. C'est quand même beaucoup, hein. À l'échelle mondiale, on observe que les flux migratoires s'effectuent désormais majoritairement entre les pays du développement vers les pays les plus développés. D'accord ? Souvent, c'est les pays les plus pauvres qui envoient leurs migrants, ou alors les migrants des pays les plus pauvres émigrent vers les pays les plus riches. C'est à peu près normal, hein. Ils cherchent un travail et une vie meilleure. L'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, le Golfe Persique et l'Australie sont les principales zones d'immigration. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine sont les principales zones d'émigration. D'accord ? C'est de là où partent les migrants, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Et l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, le Golfe Persique et l'Australie, c'est là où arrivent les migrants. Les flux touristiques sont aussi révélateurs des inégalités de richesse et reflètent les évolutions du contexte économique mondial. Évidemment, la majorité des touristes vont préférer aller dans un pays riche un pays développé pour pouvoir profiter de tous les aménagements qu'il propose. L'Europe représentait 52% des flux touristiques en 2013. Cependant, les pays émergents participent de plus en plus aux flux touristiques. Ils représentent 46% des arrivées touristiques. Les pays émergents attirent donc davantage et ils émettent aussi de plus en plus de touristes. La Chine est désormais le premier pays émetteur. C'est-à-dire que
quand on prend tous les touristes du monde, le pays qui crée le plus de touristes, si on peut dire ça comme ça, qui envoie le plus de touristes dans le monde, c'est la Chine. C'est vrai qu'on les voit un peu partout. Hein. Grand 3, les débats de la mondialisation. Grand A, les conséquences de la mondialisation en débat. À l'échelle mondiale, la mondialisation a permis d'améliorer les conditions de vie des populations et à favoriser le développement. Elle a conduit à l'enrichissement de certains territoires et à la diffusion du progrès, dans de nombreux domaines comme la médecine, l'énergie ou la technologie. La mondialisation a notamment permis à des pays émergents de se développer. Toutefois, nombreux sont ceux qui dénoncent aussi les effets néfastes du processus de mondialisation. Concernant l'environnement, la mondialisation accentue les problèmes de pollution et de dégradation de l'atmosphère. La mondialisation est également jugée responsable du renforcement de nombreuses inégalités dans le monde. En distinguant des espaces de production et des espaces de consommation, elle a creusé l'écart entre pays riches et pays pauvres. Petit 3, les entreprises transnationales sont régulièrement accusées de ne pas tenir compte des conséquences sociales de leur implantation dans des pays pauvres. Quand des FTN se délocalisent pour aller chercher des coûts plus faibles, si l'ouvrier est moins bien payé, ça veut dire qu'il a une protection sociale qui est beaucoup moins forte. D'ailleurs, je sais pas, s'il a un accident du travail, ce sera de sa faute. Alors qu'en France, on sait très bien que la protection sociale protège justement de ces risques-là, de ces risques sociaux, comme on l'a vu dans le chapitre Regard croisé. Petit 4, dans le domaine de la culture, certains dénoncent une uniformisation de la culture. En bref, certains dénoncent que tout le monde, maintenant, quasiment, veut s'habiller, vivre comme un Européen, ou comme un Américain. Grand B, acteurs et alternatives. Des alternatives à la mondialisation sont alors proposées. Les forums sociaux, organisés dans les pays en développement, sont des événements permettant de débattre des problématiques qui prennent en compte des considérations non seulement économiques, mais également sociales et environnementales. On sait qu'aujourd'hui, le capitalisme prend en compte quasiment que des problématiques économiques. Ces forums regroupent des altermondialistes, comme on l'a vu en histoire avec le chapitre sur la gouvernance économique mondiale, des individus isolés, des associations, des ONG et même certains gouvernements, qui sont, par exemple les gouvernements des pays très pauvres, veulent qu'on change de gouvernance mondiale et de mondialisation pour qu'ils puissent eux aussi en profiter. Ils proposent de donner une nouvelle forme à la mondialisation et de suivre des modèles plus équilibrés. Ils mettent en avant de nombreuses autres voies de développement permettant de réduire les inégalités. Le commerce équitable est une initiative consistant à mieux répartir entre les producteurs et les entreprises les revenus des produits de consommation. Des modèles de croissance zéro ou de décroissance sont mis en avant à des fins environnementales, avec pour objectif de produire et de consommer moins afin de ne pas épuiser les ressources de la planète, tout en satisfaisant évidemment les besoins de l'humanité. Donc voilà les amis, nous avons fini ce premier chapitre sur la mondialisation en fonctionnement, et donc on a remarqué comment elle marchait, avec quels acteurs, et quelles étaient les personnes qui étaient contre cette mondialisation, et qu'est-ce qu'ils proposaient pour changer mondialisation, parce que la mondialisation ne profite pas à tout le monde. Et même dans un pays, évidemment, il y a les pauvres et les riches, et c'est les riches qui profitent de la mondialisation. Voilà, le cours sur la mondialisation en fonctionnement est terminé.